Au fil de l'histoire de notre région, nos aïeux, nos parents, nous-mêmes et nos enfants avons développé des visions distinctes de notre rapport à la forêt. Autrefois perçue comme gagne-pain familial, puis source de conflits entre les modes d'exploitation et de préservation, aujourd'hui, la forêt boréale dévoile des richesses jusqu'ici inexplorées. Allons voir, dans un premier temps, l'évolution des modes de gestion de la ressource et de l'aménagement du parc forestier. À l'époque où on coupait encore avec des chevaux et des ciottes, on pensait vraiment que notre forêt boréale était illimitée. On ne viendrait jamais à bout de notre forêt avec ces méthodes-là. Évidemment, avec la mécanisation, l'arrivée des busqueuses, l'arrivée des abatteuses, le tout s'est accéléré. Et dans ces années-là, dans les années 80, fin des années 80, on a eu la plus grande épidémie de la tordeuse des bourgeons d'épinettes, la plus forte épidémie, et qui a tué énormément de conifères dans la forêt boréale. Alors, il a été à ce moment-là encouragé de récupérer ce bois-là. À un moment donné, on s'est réveillé puis on s'est aperçu que là, il y avait énormément de notre forêt qui avait été récoltée. Il est certain qu'avec les virages technologiques qui ont été faits dans les années 60, 70 dans la forêt, on voyait arriver la mécanisation accrue. Il aurait fallu que, dès le départ, qu'on soit concerné par qu'est-ce qui se passe avec notre forêt. On commençait à les couper de plus en plus au nord, de plus en plus loin. On voyait bien que le coût de transport devenait de plus en plus important, ce qu'on appelle le coût de la fibre. On voyait bien qu'il y avait de moins en moins de travailleurs parce qu'on mécanisait. On voyait bien aussi que les grandes compagnies intégraient les petites. Alors, tout ça a fait qu'on s'est réveillé à un moment donné avec beaucoup moins de bois qu'on en avait. On s'est aperçu que si on continuait, on pourrait passer à travers. Effectivement, on serait capable de passer à travers de notre forêt. Et ce n'était pas notre objectif. En tout cas, ce n'est pas l'objectif des écologistes, certainement pas. Nos mentalités ont changé. On a maintenant rentré beaucoup plus de variables écologiques. On a mieux compris aussi notre forêt. Exactement. On parle de biologistes, on parle de statisticiens, on va parler d'écologistes, on va parler de sociologues, on va parler de plusieurs autres professions. On parle de communication juste ici. Alors, la mise en marché de tout ce qu'on fait doit être quand même contrôlée. Donc, pour vraiment s'en aller vers une gestion durable, on doit s'adjoindre des professionnels avec lesquels nous n'étions pas historiquement associés, mais dorénavant, ils font partie de notre quotidien. Là, si vous mettez tout ça ensemble, c'est sûr que ça, par rapport aux grandes coupes qui se sont effectuées dans les années 70-80, il y a énormément de choses qui ont changé dans l'aménagement forestier aujourd'hui. C'est oui, un bel avenir. Mais justement, l'avenir ne sera pas le reflet du passé. Ce qu'on va faire en forêt, ce qu'on va faire en termes d'aménagement forestier, ça va être très différent de ce qu'on a fait dans les dernières décennies. Puis je pense qu'il faut juste le penser différemment. Donc, tant au niveau de la biologie que le domaine du récréotourisme, même au niveau économique, on ne va pas aménager la forêt de la même façon. Fait qu'il faut juste la penser autrement. Bien, c'est que depuis mars 2010, on a un nouveau régime forestier il y a un tas de choses. C'est très, très riche, les changements qui sont induits par ça. Puis ces changements-là, ils ont été inspirés par le rapport Coulomb, une espèce de commission d'enquête qui essayait de dire, bien là, les 3 assertions qu'on a associées au film de Desjardins, est-ce que c'est vrai? Parce que là, c'était la foire d'empoigne, la controverse. Alors, il y a eu une commission pour étudier ça qui a émis un formidable rapport. Puis ce rapport-là, c'est exactement c'est le contenu, c'est la base, c'est la genèse du nouveau régime forestier. Et dans ce nouveau régime forestier, il y a un engagement à pratiquer la gestion écosystémique. C'est énorme, ça, là. La dernière décennie a été marquée par une chute drastique du nombre d'emplois, la fermeture d'usines et de scieries. Si l'on peut attribuer cette mésaventure à la diminution des exportations chez nos voisins du Sud, il n'en demeure pas moins que cette crise a secoué nos acquis et encouragé les spécialistes à investiguer dans des champs de recherche jusque-là inexplorés.
En 2011, lors du Congrès des ingénieurs forestiers du Québec, nous avons rencontré des experts dans le domaine. Laissons-les nous entretenir de cette nouvelle prospérité, mais avant, écoutons les propos de Pascal Tribouleau, professeur-chercheur invité par l'Université du Québec à Chicoutimi. Le bois, c'est un matériau compagnon dans toute l'histoire de l'humanité. Je pense que quand l'homme a commencé à être intelligent, le premier matériau avec lequel il a commencé à fabriquer des abris, fabriquer des ustensiles, des armes ou je ne sais quoi, ça a été vraisemblablement le bois. Parce que la dépense d'énergie pour le transformer était beaucoup plus faible, c'était plus facile de tailler un morceau de bois que de tailler un silex ou autre chose. Donc il a compris, et puis il y avait aussi le fait que c'était disponible, abondant, présent pratiquement partout. Il a compris que la dépense d'énergie pour transformer ce matériau-là était extrêmement faible. Donc, comme on est tous un peu fainéants par nature, il a trouvé que c'était un matériau intéressant. Et dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la nuit des temps, c'était ce matériau compagnon. Et si je prends l'exemple de l'Europe et de la France en particulier, il y a eu une espèce de rupture en termes d'intérêt par rapport à ce matériau-là au moment de la Première Guerre mondiale, qui a commencé à avoir une image de matériau du passé. Moi, il y a des termes que j'aime pas trop, c'est de dire que le bois c'est un matériau de tradition, un matériau noble, un matériau... J'aime pas trop ça. Moi, je crois qu'au contraire, c'est un matériau qui est ultra moderne. Quand on regarde un morceau de bois, quand on commence à le mettre sous un microscope et à regarder comment ce matériau-là est fait, comment il est constitué, c'est d'une modernité incroyable. Aujourd'hui, quand on travaille dans le domaine des matériaux composites, par exemple, les fibres de verre, les fibres de carbone, les fibres de tout ce que vous voulez, on s'aperçoit que l'homme ne fait finalement que réinventer quelque chose que la nature avait déjà mis au point il y a un certain nombre de milliers d'années. Le bois est un matériau magnifique, mais pour créer plus de valeur à partir du matériau bois, il faut appliquer des approches d'ingénierie, de conception pour développer non pas seulement un matériau, mais des produits qui intéressent les consommateurs. Et des produits innovants, ce qui intéresse les consommateurs, c'est un produit qui a une performance supérieure à un coût moindre. Puis la performance, c'est toute une série d'attributs. Ça peut être une construction plus solide, plus chaude, meilleur isolant, qui consomme moins d'énergie, qui est plus durable, qui a une moindre trace négative pour l'environnement, qui est plus saine pour l'environnement. Et donc, tous ces éléments d'attributs, de produits, c'est ça qu'il faut amener dans le matériau bois, dans des produits innovateurs. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ces produits-là vont être fabriqués, les produits innovants vont être fabriqués ailleurs, et on va continuer à fabriquer des 2x3, des 2x4. Auparavant, c'était les industries primaires qui généraient le plus de richesse. Maintenant, la richesse, elle est très près du consommateur parce que c'est là que ça se passe. Mais si on en arrive à concevoir une relation client avec nos clients américains, canadiens, québécois et des produits nouveaux et innovateurs qui contiennent des éléments de conception, d'ingénierie, ils vont valoir beaucoup plus cher. On peut créer jusqu'à 5 à 10 fois plus de valeur ajoutée au Québec avec nos ressources naturelles par rapport à la situation d'exporter un produit non transformé, le matériau brut tel qu'il est. Et donc, il faut évoluer vers des stratégies à valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'un produit, souvent, c'est même pas sur le produit lui-même qu'on ajoute la valeur. C'est dans le savoir qu'on met dedans. Et je vais prendre un exemple qui est facile. Vous avez vu les panneaux qu'on appelle CLT, des panneaux contre-croisés. Ce sont des pièces de bois qu'on a collées sur champ. On a fait des panneaux qu'on a croisés et qu'on a collés sur le plat. On a fait l'équivalent d'un contreplaqué épais. Le produit de base, c'est un 2x4. Qu'est-ce qui est la valeur ajoutée de ce produit-là? C'est toute la connaissance sur les colles qu'on va utiliser. C'est aussi toute l'ingénierie qu'on va mettre, parce qu'on va fabriquer le panneau à des dimensions puis avec une précision qui va faire en sorte qu'on va construire un mur ou on va construire un plancher avec toutes ces ouvertures. Déjà en usine, tout ça est pensé. Avec aussi les attaches qui vont faire que ces panneaux-là vont venir s'emboîter les uns dans les autres comme un bloc Lego, très, très rapidement. La valeur ajoutée, c'est tous ces éléments-là.
La nanocellulose cristalline, pour l'expliquer simplement, c'est la plus petite partie qu'on peut retrouver dans le bois. Et on travaille actuellement, on a 27 ou 28 applications dans différents domaines de la nanocellulose. Dans certains cas, ça va être pour renforcer des fibres de tissu, soit pour faire des tapis, soit pour faire des vêtements, pour donner des caractéristiques à ces produits-là. Dans d'autres cas, ça va être pour renforcer des plastiques, les rendre plus résistants à l'usure, qui fait qu'on va pouvoir les utiliser pour des pièces automobiles, pour des pièces d'avion. C'est certainement à la base d'une nouvelle ère forestière. Et plutôt qu'exporter du matériau bois, exporter des solutions de construction, des solutions du domaine biomédical, des solutions dans le domaine de la chimie verte, de tout ce qu'on fait en plastique, on peut le faire avec des dérivés du bois, avec le vêtement, donc développer toute une série d'applications nouvelles tirées des propriétés exclusives du bois et prenant avantage de la connaissance de la chimie, du génie civil, du génie mécanique, du génie du bois, de l'architecture, de tous les savoirs qu'on a, les savoir-faire qui viennent créer de la valeur dans le matériau et qui créent de la richesse pour le Québec. Évidemment, le futur de la région, quand on parle de l'utilisation de la fibre bois, c'est là où la valeur ajoutée est la plus importante et ceci représente un potentiel fantastique d'exportation. Et je parle seulement, donne l'exemple des poutrelles lamelées collées, il y a tous les nouveaux produits d'ingénierie qu'on développe, le nouveau type de construction. Donc, ce n'est pas un problème de marché, ce n'est pas un problème de produit. Et ce n'est pas un problème de technologie. C'est un problème de fierté régionale, d'appropriation de cette ressource fantastique qu'est le bois, qu'elle répond à l'ensemble des critères d'aujourd'hui et qu'on doit commencer par utiliser nous-mêmes. Et chez nous, on le sait qu'il faut qu'on développe ce qu'on pourrait appeler une stratégie de relance de l'industrie forestière du 21e siècle. Il faut vraiment qu'on fasse un bond en avant et pour ça, il y a toutes sortes de manières de le faire. D'abord, il faut qu'on trouve le moyen d'utiliser davantage de bois dans la construction. C'est pas normal qu'il n'y ait presque pas de bois dans les constructions autres que résidentielles. Il faut également qu'on développe la culture forestière, qu'on montre aux Québécois et aux Québécoises qu'il y a beaucoup de produits qui sont faits à partir du bois, puis que récolter du bois, c'est essentiel. Ce que les chercheurs m'ont dit, c'est que le bois, la fibre de bois, c'est l'or vert qui va remplacer l'or noir. C'est que tout ce qui est fait à partir du pétrole pourrait être fait à partir de la fibre de bois. C'est-à-dire que ça représente un marché formidable. Donc c'est aussi tout un champ à investir autour du bois, le domaine de la science. C'est tout à fait fondamental. Mais là encore, il faut toujours trouver un équilibre entre les choses. Alors je vais la lire pour ne pas la massacrer. C'est une citation de quelqu'un qui est fort connu à l'UQAC, puisque c'est Albert Jacquard, qui a été fait docteur honoris causa de l'UQAC en 87. Aujourd'hui, plus que des scientifiques efficaces, nos sociétés ont besoin de visionnaires imaginatifs, de provocateurs, capables de jeter des regards lucides sur les possibles de demain. Et j'ai vraiment cette profonde certitude que les possibles de demain, ils passeront ici, comme dans plein d'endroits dans le monde, qui ont la chance d'être des pays forestiers, ils passeront par cette nouvelle compréhension des relations qui existent entre la forêt, l'industrie du bois et les produits que l'on peut générer à travers tout ça. La science y contribuera, mais il faudra de temps en temps un petit peu provoquer les choses. Et cette provocation constructive, nous avons les outils pour la réussir. Super beau défi pour les jeunes d'ici.